Là, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien l'écran? Our last session today, session 8, is financial Là, ça, c'est la management, grant management, session. and Aujourd'hui, c'est sur la gestion financière, la gestion des subventions et les rapports aux bailleurs. today again we have Scott Frump, and Nous avons encore une the fois finance and administrative qui officer est of le Foods Group, responsable de l'administration de la finance, office at MSC. surtout We also have le Dr. cours de Nobu sécurité, Hilagre from the groupe. Livestock Nous Innovation avons Lab. également He's Dr. a senior Melissa researcher in the Eckler, Department qui of est Nutrition de for the Dr. Agriculture and Environmental Research Institute, qui and travaille sur his research l'Institut activities focus on de la recherche en Afrique de l'Ouest. enterprising management Et as il well va as travailler sur evaluation. le détail et également le système de pâturage, gestion de pâturage et de forage. Nous avons également The administrative assistant for the Feed the Future Melissa Eckler, qui est qui est spécialiste en biologie génétique, agronomie et dans l'assistance administrative de Feed the Future et un laboratoire d'innovation. Merci et bienvenue à vous tous. Donc, durant les sessions que nous avons eues aujourd'hui, l'aspect général était le plus saillant, c'était la communication. Donc, c'est important que les bénéficiaires soient conscients de ce point-là, qui est la communication. Parce que au moment où, dans toutes les discussions que nous avons eues, vous avez tous montré l'aspect important. On a parlé des rapports financiers, rapports techniques, disons les pièges que les bénéficiaires peuvent éviter, des défis. Donc, cette session d'aujourd'hui, Scott et moi, nous allons parler des aspects très importants des rapports financiers, des rapports techniques dans les pays d'accueil, les défis dans les pays et également les écueils qu'il faut éviter pour les bailleurs. Donc là, pour parler des rapports financiers, c'est important de savoir que les bénéficiaires comprennent en plus des factures, il y a des estimations financières, des prévisions financières tous les 3 mois. Et là, vous devez le faire, vous devez avoir travaillé sur 2 à 3 semaines avant la date de chaque trimestre. Et ce fait, s'il y a des menaces sur, par exemple, les choses, des coûts ou bien des choses imprévues, là, on a prévu, par exemple, une partie où vous ajoutez toute dépense que vous avez additionnelle que vous avez ajoutée, qui n'était pas prévu dans le budget. Donc, voilà. Donc, en tant que bénéficiaire, donc, vous le mettez là-bas et les dépenses que vous avez faites et qui n'étaient pas prévues dû à une situation majeure, une situation essentielle. Et vous devez mettre toutes ces informations et les références. Après cela, vous ajoutez les factures. Les factures sont des points à en parler dans la section 6, l'importance des factures. C'est important de confirmer que vous êtes dans une situation d'avoir des dépenses à l'avance, de prévoir les dépenses à l'avance, surtout des dépenses qui sont éligibles pour le assurez-vous que les dépenses que vous faites sont des dépenses éligibles. Premièrement, vous avez le contrat. Deuxièmement, vous avez des dépenses, vous faites des dépenses éligibles, des dépenses liées à la gestion du projet. Et également, on va avoir, par exemple, s'il y a des dépenses qui ne sont pas prévues, toutes les justifications, là, on pourrait de l'approuver. Il y a un tracker qui est créé pour les bénéficiaires et à Penn State, à l'université de Penn State, pour nous, chaque bénéficiaire doit remplir, disons, un formulaire d'inscription qui est enregistré dans notre système et on le fait chaque semaine ou bien par trimestre. Et l'idéal serait de le faire chaque mois. Et au moins, ça montre les dépenses,
le niveau de votre trésorerie, de votre liquidité et les plans de votre projet, parce qu'on n'a pas l'argent pour des fois, on peut avoir il faut savoir que toutes les dépenses sont prévues, toutes les dépenses sont prévues, avoir, vous fournissez les documents, le fichier avec tous les détails, avec un email de vous, quand vous soumettez les factures, toute question que vous pouvez avoir concernant les achats ou bien les achats, donc n'hésitez pas à nous contacter directement, soit par email, et voici mes contacts, mes contacts, mes coordonnées, et comme vous pouvez voir la diapo suivante. Là, pour les rapports techniques, comme on l'a dit, la parole à... Thank you very much. Here, I just want to remind people Là, je voulais juste rappeler à quand les rapports doivent être soumis. Nous avons le rapport semi-annuel, le rapport tous les 6 mois, c'est-à-dire que c'est de jusqu'au 31 mars. Et également, c'est un formulaire de Basecamp qu'on doit remplir avec des documents. Et vous devez, ce type de rapport, ça permettra d'être prêt pour le rapport, donc ça vous prépare pour le rapport annuel. Le deuxième après, ça vous permettra de passer au rapport annuel qui est qui est un rapport qu'il faut soumettre jusqu'au 14 octobre. Et ce serait bien d'avoir au moins ce formulaire, de remplir ce formulaire également, de Basecamp, les documents de Basecamp, vous voyez, voilà, et d'informer, en tout cas, ce rapport-là, de donner toutes les informations par rapport au rapport. Voilà, pour les rapports financiers, le laboratoire d'innovation a soumis à l'USAID cette année, disons, une fois que nous avons fait l'estimation, la prévision trimestrielle, l'USAID prépare une analyse, surtout après une prévision aux subventions, aux bénéficiaires. Donc, c'est important que les bénéficiaires aient l'information pour savoir il faut que les bénéficiaires fournissent, envoient les rapports ou bien compilent, rassemblent toutes les informations et envoient à l'USAID 2 semaines avant le trimestre normal. Donc, de ce fait, le rapport, il y a les informations. Ça, c'est le premier rapport. Et après, les autres rapports. Disons, le premier rapport, c'est sur le 17 décembre, le deuxième 17 mars, le 16 juin et le 6. Et l'autre rapport trimestriel également, que l'on fait avec le gouvernement, qui concerne les taxes, les informations sur les taxes et autres, qui est dû jusqu'au 30 avril. Il y a également un rapport rapport to any les rapports du gouvernement, les pays d'accueil, et les taxes additionnelles, ou bien ils ont des dédouanements, ils ont des taxes douanières, tout cela, toutes les dépenses liées aux taxes douanières et qui atteint $5,000. Et en plus, il y a le dernier point, c'est la révision du budget. Il faudrait qu'il y ait l'approbation du représentant. C'est là où encore la communication et la bénéficiaire et l'entité, comme on l'a bien mentionné dans les questions précédentes, est importante. Et c'est là où vous dites qu'est-ce qu'il doit faire. Tout changement va affecter le budget. Quels sont les changements, quelle augmentation ça va avoir sur le budget, quel impact ça va avoir. Et dans ce cas, c'est ça qui permet d'avoir
les choses correctement. S'il y a des changements, le budget, des actes, l'information doit être communiquée avec avec l'équipe. Si on a des réunions égales, l'autre chose, s'assurer qu'on a une communication constante entre les décisionnaires et les bailleurs. Chaque semaine, si c'est bien pour, pour assurer que tout va bien et que vous êtes en phase, surtout. Diapo suivante. So I'm going to be speaking about the technical reports. Là, je parlerai du rapport technique. Quand il s'est envoyé, pourquoi le plan de travail, surtout d'autres activités, par exemple le travail du 29 novembre, de la première année au 1er août de l'année suivante, et après la gestion des données, la gestion du plan de travail qui doit être fait le 29 novembre, et également, disons, les activités de suivi et évaluation, MNI, qu'on doit envoyer non seulement le 29 novembre, et il y a également des rapports qu'on doit envoyer, d'autres rapports qu'on doit envoyer durant toute l'année. Par exemple, pour les bénéficiaires, quels sont les écueils souvent, les écueils que l'on voit couramment, les pièges? Pour éviter ces problèmes de trésorerie, on a dit qu'il faut des factures diligentes. Si cela fournit non seulement des liquidités, mais cela permet à l'institution de passer en revue les projets concernant les sous-allocations qui sont faites, mais cela permet de suivre la situation à l'aide de documents et cela permet de répondre aux questions concernant les dépenses. Très souvent, ce qu'on obtient, c'est que beaucoup des projets de l'USAID ont des dépenses, des plans de dépenses agréés sur le plan international. Il s'agit de quelque chose que sur le plan international est fait en plus. Cela fait qu'on travaille souvent dans le gris en tenant compte que ce sont des situations qu'il faut montrer pour la réalisation de ce qui est convenu. Et très souvent, cela fait que cela a un impact sur les fonds alloués. Mais le meilleur partenariat consiste en avoir des communications constantes entre les sous-allocataires et les allocataires principaux. Diapo suivante. Maintenant, concernant les défis à relever dans les pays, peut-être que Thank you. Actually, for the je donne la parole. Il s'agit de défis qui se posent et que je voulais souligner. Et ce sont des défis pour que les choses se fassent sans accroc. Une des choses que nous avons appris de Communication Lab, c'est d'utiliser le système de rédaction de rapports PISTAR grâce à des efforts de simulation. Avec ce lab, il n'y a pas besoin de faire des ajustements pour
concernant ceux qui veulent être formés pour utiliser ce système. Il faut donc, pour les requêtes, être prêt avec tous les documents qui doivent figurer dans le rapport. Il faut que tous les fichiers du projet soient prêts pour que lorsque vous devez rédiger le rapport, vous avez toute la documentation à télécharger dans le rapport qui doit être soumis à temps. L'autre chose qui peut être fait au niveau du projet des activités, on peut être formé sur Pistar pour que toute l'équipe connaisse bien les critères d'utilisation de la plateforme. Il y a un point important à prendre en compte il y a les pays francophones en matière de barrières linguistiques. En général, tous les rapports financiers sont rédigés en anglais, mais les factures sont faites en français et il faut les traduire. Et pour cela, il faut au moins avoir un titre traduit en anglais et une indication du montant total en dollars à partir de la monnaie utilisée localement. C'est la meilleure chose de procéder, c'est qu'il faudrait dans votre équipe fiscale former quelqu'un dans ce domaine et avoir un apprentissage même rudimentaire de l'anglais pour travailler sur ces documents. Cela prendra du temps et cela retarderait les choses. Ce sont les défis qui se posent dans les pays dont je voulais vous faire part. C'était la dernière diapo. Je vous remercie. Merci beaucoup tout le monde. Maintenant, nous pouvons écouter les questions posées par les participants, mais à l'heure actuelle, il semble qu'il n'y a pas de questions posées, donc je vais donner quelques minutes aux gens pour que les gens puissent poser des questions. Vous avez parlé beaucoup de la date d'échéance. Quelque chose qui est traité dans les laboratoires. Donc, je voudrais savoir si les différents pays ont différentes dates d'échéance, de date butoir. Donc, ce qui s'attache aux subventions, en fait, ce sont des éléments spécifiquement adoptés aux États-Unis en matière d'information sur le document et en matière de date butoir, mais clairement, c'est spécifique au département concernant l'allocation accordée au contrat. La date butoir devrait figurer sur le contrat de suballocation et sinon, l'entité gestionnaire devrait fournir cette date d'échéance à la sous-entité. Et la question de savoir pourquoi nous procédons ainsi, c'est pour que l'USAID puisse faire ce qui doit être fait concernant les subventions. L'USAID va passer en revue ce qui figure dans les rapports financiers trimestriels, semestriels, et cela montre le niveau des prévisions. Et très souvent, avec les nouvelles allocations qui sont faites parce que les activités ne sont pas suffisamment importantes, le contrat définitif n'est pas fait. Vous voulez en fait
et un faible mouvement principal. Ce que nous faisons, nous recueillons des informations que nous avons et expliquons à l'USAID pourquoi il y a une augmentation ou une baisse pendant tel ou tel trimestre. Et la raison pour laquelle nous recueillons ces informations, non seulement pour les rapports financiers, les rapports techniques trimestriels, mais pour mesurer les progrès accomplis concernant cette allocation. Merci. Une question vient d'être posée. La plupart des bailleurs de fonds sont sensibles concernant la réception des rapports, mais en général, ils sont là à répondre rapidement aux rapports. C'est très important pour les améliorer. Qu'en est-il de l'US? Ça dépend de la mission. Si vous êtes pris en charge par l'USAID, la mission ou par Washington, c'est un peu plus rapide. Washington est plus rapide. Beaucoup des missions sont lentes concernant leur feedback. Les missions sont en général, nous essayons d'être patients avec nos bailleurs de fonds, mais je suis d'accord que beaucoup d'entre eux ne répondent pas assez vite. Mélissa, vous avez une expérience différente à ce sujet, mais il faut pratiquer la patience. Je suis d'accord avec ce que vous dites, Scott. Notre laboratoire d'innovation à l'heure actuelle, concernant tous les rapports qui doivent être envoyés directement à l'USAID, nous obtenons de bons feedbacks et à temps de l'USAID. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et si vous avez quelque chose à ajouter, sinon, nous pouvons passer à une autre question. Non, je pense que nous pouvons passer à autre chose. Comment peut-on répondre de dépenses qui ne sont pas accompagnées de reçus, par exemple, le coût des transports par des moyens publics dans la plupart des pays africains? La façon dont nous avons procédé, c'est de mettre en place un formulaire standard pour tout ce qui concerne, par exemple, les transports publics. C'est un problème de documentation. Et certainement, vous pouvez dire la même chose. Pour tout ce que nous faisons, nous demandons un reçu, mais tous les chauffeurs de taxi ne vont pas donner un reçu pour leur course. Ce que nous savons, c'est élaborer un document standard pour les personnes qui ne reçoivent pas de reçu. Mais dites-nous, si vous avez d'autres documents, eh bien oui, c'est une situation que nous rencontrons. Penn State est une nouvelle entité qui travaille avec Innovation Lab. Nous apprenons, tout comme tout le monde, au fur et à mesure. À l'heure actuelle, nous n'avons pas rencontré de situation où il y a eu quelqu'un qui n'a pas pu donner un reçu de transport, mais nous nous attendons à ce qu'une telle situation survienne parce que les situations sont multiples dans les pays hôtes où il y a des cas où vous n'obtenez pas de reçu de votre course dans un moyen de transport public. Et pour cela, il faut concevoir un formulaire pour
ce genre de cela pour que l'allocataire ait un document montrant qu'il a eu à emprunter un moyen de transport payant. C'est une situation pour laquelle, Scott, nous vous contacterons pour savoir quel est le formulaire que vous avez utilisé, cela que vous avez fabriqué. Je soulignerai que l'une des choses les plus importantes que Innovation Lab est une communauté qui soutient tout le monde en matière de communication. Des problèmes de communication peuvent se poser à tout moment, mais il y a aussi le besoin de partager des idées de ce qui peut fonctionner, ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire. Et comme vous êtes dans une communauté, vous pouvez apprendre des uns et des autres et ce qui vous fait, peut vous faire avancer et nous faire avancer tous ensemble. Okay, perfect. Voilà, très bien, parfait, merci. What does the sub do if they don't know? Qu'est-ce que le sous-allocataire fait The open call if they were awarded. lorsque le sous-allocataire fait lorsque vous avez le laboratoire fait des dépenses, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est vérifier auprès du bailleur principal ou sous-bailleur pour les dépenses. Sinon, dans la partie pré-allocation, vous avez des détails de, premièrement, ça peut être une somme énorme. Vous pouvez avoir une multiplicité d'activités. Assurez-vous que c'est budgétisé pour être sûr que le principal donateur autorise quelque chose qui pourrait être questionné et remis en cause. En doute, poser des questions. Je ne peux souligner que cela, même si vous pensez que ça pourrait être quelque chose dont personne n'a jamais entendu parler. Envoyez un email. Est-ce que c'est possible d'autoriser cela? Mais de toute façon, posez toujours la question avant d'agir. Oui, avant de faire l'achat, posez toujours la question ou faites une recherche concernant ce qui confond dans les contrats. Par exemple, vous avez donc une application qui dit Final Words. Vous recevrez une réponse. En fait, tous les points de situation, ils sont évoqués. Vous pouvez trouver une réponse. Mais tout à fait, n'hésitez pas à poser des questions fréquemment. Okay, well, I don't see any Eh bien, other. je ne vois pas d'autres questions concernant cette session. Ah, je viens de recevoir une question. Est-ce que la communauté a un avantage dans la gestion de la subvention? Absolument. Nous essayons de souligner cela avec la direction. Personne ne veut avoir un financement qui ait un impact négatif sur la subvention de l'USAID. Il faut vérifier que rien d'illicite est fait. Je sais que vous êtes nouveau dans la communauté
mais ça serait bénéfique que nous sachions à quoi nous en tenir. Dans la communication avec les principaux bailleurs ou les principaux ou sous-bailleurs, nous voulons être en mesure d'adhérer au, au règlement de l'USAID. Nous essayons de faire de notre mieux et en apprenant auprès de notre communauté, nous essayons d'agir au mieux. Okay, great. Nahum, did you want to say Très anything? bien. Nahum, vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que nous avançons? Wait. And I think the answer covered the question. Non, je pense que... Excuse. Toutes les questions reçues, la réponse. Est-ce qu'il y a un Projects. système pour retracer la pérennisation des pays ou est-ce que, en fait, I don't know if that's a question related specifically to reporting, but nous pouvons mesurer la pérennisation d'un projet concernant la pérennisation des pays dans les pays en général. Si les pays ont un plan pour faire un impact dans le pays, à la fin du projet, il est possible à la fin du projet tirer les enseignements de ce qui a été fait et mesurer l'impact. Il y a d'autres pays qui comprennent dans la planification l'intensification de moyens techniques utilisés pendant le projet. À la fin, l'utilisateur final peut s'intéresser à l'utiliser encore dans les activités ultérieures et d'autres. Non, je crois que tout dépend du projet. okay, we got another question. Il y a une autre question. La Chine est devenue le principal fournisseur de différents types de machines dans les pays en développement, à savoir les pays africains. Et je crois que l'USAID est très strict sur l'utilisation des pièces des matériels d'origine. Qu'en pensez-vous sur ce problème? Il n'y a pas vraiment de règles d'exclusivité du matériel à utiliser, autant que je sache, parce que pour les véhicules, dans les questions, très souvent, cela a un impact si c'est un matériel d'origine américaine, ce matériel qui est utilisé uniquement aux États-Unis, mais très souvent, le SAID pense que ça peut être aussi utilisé dans des autres pays. Donc, si un pays où l'USAID autorise l'achat de matériel venant de ce pays et non pas spécifiquement des États-Unis. Donc, tout dépend. Donc, il ne s'agit pas simplement du lieu d'origine du matériel, de fabrication du matériel, mais de ce qui est autorisé. Donc, l'information concernant quels pays sont autorisés à faire des achats dans ce même pays
sont sur une liste de 10. C'est une liste de tous les pays où l'USAID peut faire ses achats et les achats peuvent être faits dans ce pays et c'est remboursé sur fonds USAID. Et c'est le cas d'un projet Basecamp et je dois dire que j'ai écrit un message indiquant ces informations et j'y ai rattaché une liste. Je noterai que il y a des pays, Kenya, Burkina Faso, Honduras, qui sont ces pays qui sont autorisés à le faire, à faire ces achats. Et c'est le lieu de l'achat, pas, mais pas le lieu de fabrication qui est important. Je suis convaincu qu'il existe des restrictions pour les véhicules à moteur. Il y a des restrictions. Par exemple, si vous voulez utiliser un véhicule à moteur en utilisant des fonds américains, d'abord, il faut que ça soit dans le budget. Et vous devriez parler avec votre entité de gestion pour les menaces émergentes et actuelles sur les récoltes parce qu'il y a un règlement concernant l'achat de véhicules à moteur. Et en outre, il existe des restrictions spécifiques sur des types spécifiques d'achat. Certains engrais ne sont pas autorisés, il y a des restrictions. Et dans le message de Basecamp, j'ai énuméré les articles qui sont frappés par cette restriction ou des restrictions partielles, c'est-à-dire qui méritent une autorisation des États-Unis. Donc, si vous avez des questions concernant vos achats, certains figurent dans une liste de réglementation de l'USAID. Eh bien, si par exemple cela concerne les cultures et si vous avez des questions, si c'est pris en compte, eh bien, dans certains cas, il y a des restrictions, par exemple pour les engrais synthétiques, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, posez la question. Eh bien, je crois que nous avons le temps de répondre à une dernière question avant de conclure. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Cette question est plus générale, qui est survenue plus tard et qui dit, et peut-être ça ne s'applique pas à ce groupe particulier, mais d'autres groupes peuvent y revenir. Et cela concerne l'évaluation, des questions d'évaluation d'impact traitées dans des diapos différentes ou des exposés. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose sur cette question d'évaluation d'impact. Et moi-même, j'aurais quelque chose à dire. Eh bien, je n'ai pas préparé quelque chose sur les évaluations d'impact. Je parle plutôt sur l'aspect financier. Je crois qu'évidemment, c'est quelque chose qui a été traité dans la session précédente. Je sais que c'est dans le titre et je crois que Annelise en avait un peu parlé. Ce que je dirais, c'est que cela va faire partie de l'enquête que nous enverrons après le cours. S'il existe des thèmes que vous voudriez approfondir, nous pouvons créer un module asynchroniquement, non pas pour seulement cet atelier, mais nous pouvons enregistrer quelque chose et le poster sur le site Plan Village. Et c'est quelque chose qui vous intéresse, indiquez cela dans l'enquête que nous vous enverrons sur le cours
à la fin. C'est ce que j'ajouterai. Si vous avez des questions, d'autres questions sur l'évaluation d'impact, envoyez la question après la session. Je pense que je peux répondre. La majorité des personnes ici présentes viennent des futurs pays. Donc, les travaux de recherche pour le développement qui se font à MSU, à Penn State. Donc, vous êtes proche des zones où l'impact se fait ressentir et vous êtes mieux à même d'effectuer une évaluation d'impact. Nous avons récemment tenu une réunion de conseil de Innovation Lab et beaucoup de discussions à cette réunion se sont faites sur la question de savoir si nous avons un impact assez important, tout particulièrement à cette époque de guerre entre l'Ukraine et la Russie et sur les questions concernant l'augmentation de l'utilisation d'engrais, des prix, etc. Est-ce que nous n'avons pas suffisamment d'impact? Et il semble que si nous devons nous concentrer sur l'impact et le Burkina Faso, donc les mieux à même de faire sont ceux qui travaillent avec leurs partenaires dans ce pays. Gardez cela à l'esprit car nous pouvons, comme ça l'a dit, élaborer une meilleure manière de faire un enseignement asynchrone. Mais nous devons faire cela avec d'autres personnes. Nous n'avons pas suffisamment de réactions des pays parce que l'objectif final, c'est d'accroître la sécurité alimentaire pour les cultivateurs. Et donc, vous en apprenez beaucoup de Scott et de Melissa, mais nous voulons apprendre de vous quel est l'impact réel. Donc, assurez-vous qu'il y ait une session séparée de cela. Et l'USAID en tiendra compte. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Je crois que nous devrions conclure et je voulais remercier Melissa Scott et Noussoum pour cette question et tous ceux qui ont participé à la section, également à nos interprètes et techniciens pour leur service. Et de la part de Innovation Lab, responsable de ce programme. Et je me demande si quelqu'un a quelque chose à dire en dernier avant la clôture. Merci pour vous. Merci beaucoup pour deux derniers jours formidables. Je vous remercie. MSU teams. Et merci pour Very much. Thank you. So tomorrow morning, que nous avons reçu. will be Merci. Demain, nous nous retrouvons demain à la même heure pour le dernier jour et je vous souhaite une bonne